Bonjour Gabriel Plassa. Donc nous allons voir en 3 petites vidéos d'une dizaine de minutes, 3 petites vidéos très courtes, votre passé, votre présent, votre futur. Et à travers votre passé, votre présent, votre futur, on va traiter des thèmes liés à l'innovation et aux écosystèmes innovants. Donc d'abord, dans votre parcours, qu'est-ce qui a été innovant ? Nous avons beaucoup d'élèves, d'étudiants qui aujourd'hui vont rentrer dans le monde du travail. Est-ce que vous avez eu un parcours innovant et en quoi votre parcours est-il innovant ? Bonjour Michel. Mon parcours, alors je vais l'esquisser un petit peu rapidement, puis après je détaillerai certains points. Donc j'ai une formation d'ingénieur motoriste, plutôt traditionnelle, formation d'ingénieur. J'ai commencé donc ma carrière chez un constructeur automobile. PSA, Peugeot, Citroën, dans le domaine des moteurs et des carburants pendant 5 ans. Alors déjà, ça c'est un secteur, on pourrait se dire, voilà, ingénieur motoriste qui rentre dans un des plus grands constructeurs français ou même un des plus grands constructeurs au monde, faire des moteurs, il n'y a rien de plus classique. Mais peut-être il faut dire aux jeunes étudiants que le moteur des voitures, c'est un domaine d'innovation extraordinaire qui a traversé le siècle. Ça a été on pourrait presque dire que les moteurs au XXe siècle, c'est les cathédrales. C'est l'équivalent des cathédrales au Moyen-Âge. Les moteurs, ça a été la grande activité. Construire les meilleurs moteurs, c'était les plus grandes intelligences du siècle. On travaillait à construire les meilleurs moteurs. Oui, tout à fait. Chez un constructeur, c'est l'entreprise dans l'entreprise. Les motoristes, j'ai déposé plusieurs brevets dans le domaine des moteurs, de la lubrification, de l'attelage mobile, etc. Et effectivement, c'est un domaine qui a jusqu'à présent d'ailleurs assez protégé les constructeurs automobiles. C'est une barrière à l'entrée, parce que c'est tellement sophistiqué colossale, que n'importe qui ne pouvait pas se mettre à construire des voitures à cause de cela. À cause de ça. Alors on va voir d'ailleurs comment le moteur électrique change tout. Tout à fait, oui. Ça va être effectivement une des barrières qui va se réduire et s'abaisser. Le moteur thermique, c'est usiné au micron et c'est produit à très grand volume. Et on dit que c'est la technologie du spatial au prix de l'électroménager. Oui, c'est ça. Et donc, c'est 100 ans d'histoire qui font que des ingénieurs ont réussi à l'aboutissement. Avec des secrets dans chaque grand constructeur, extrêmement bien gardés, pour que le compétiteur ne puisse pas faire les meilleurs moteurs. Alors, vous maintenant que vous avez quitté tout ça, quels sont les meilleurs moteurs de la planète ? Je pense que les moteurs de PSA, les moteurs français, en fait, en général, sont d'une certaine façon assez sophistiqués, par leur prix assez bas pour des performances qui sont tout à fait honnêtes. D'accord. À la différence des moteurs plutôt outre-Rhin, où on va tout de suite faire des moteurs très chers pour des performances un petit peu meilleures, mais l'écart de prix n'est pas égal à l'écart de performance. Okay. Donc, Cocorico, c'est une manière de nous sauver. Une forme de performance, d'avoir des moteurs en fait, très bon marché, avec des caractéristiques assez honorables. Alors, ceci dit, ce n'est que le début de votre carrière, et après PSA, alors là, vous commencez à sortir des sentiers battus. Tout à fait. Donc là, je rejoins un équipementier automobile sur lequel je ne vais pas rester très longtemps. Puis ensuite, j'arrive à l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie. Et là, vous passez de l'autre côté de la force. Quoi. Voilà, je passe de l'autre côté pour essayer d'aider en fait, les acteurs industriels à avoir des moteurs les plus efficaces possibles, les moins polluants possibles pour le respect de la planète, de l'environnement. Et donc, naturellement, je continue à travailler dans le domaine des carburants, des motorisations, pour aider et cofinancer des programmes de recherche dans ces domaines-là. Ça nous amène jusqu'en 2006-2007, où là, en fait, je m'intéresse plutôt à la prospective dans un angle, qu'est-ce qu'on pourrait dire de nouveau en matière de transport ? Et là, vous êtes toujours à l'ADEME ? Toujours à l'ADEME. Qu'est-ce qui va transformer... Et l'ADEME, c'est quoi ? Parce que peut-être, moi, je sais ce que c'est que l'ADEME, mais les étudiants, ils ne savent pas, c'est un acronyme.
Donc l'ADEME, c'est un organisme extrêmement important. Oui, c'est une agence d'État qui dépend du ministère de l'écologie et du ministère de la recherche. Et donc c'est l'agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie qui donc vise à réduire et à faire une transition en fait, vers des solutions techniques qui polluent moins et qui préservent l'environnement, que ce soit dans le domaine du bâtiment, du transport ou des énergies renouvelables. Donc, à partir de là, je commence à m'intéresser au futur du transport. Alors, en 2007, le futur du transport, à ce moment-là, c'est combien j'aurai de voitures électriques dans mon parc. Et ça s'arrête à peu près là, voire un petit peu d'hydrogène. Et moi, je décide de regarder le secteur du transport sous l'angle du numérique. Même si à cette époque-là, il n'y a pas d'iPhone. On a encore des téléphones à peu près qui ressemblent à des téléphones. Et je commence à me dire que le numérique va changer le secteur des transports. Je commence à beaucoup phosphorer, rencontrer des gens en dehors du domaine du transport. Et c'est là où déjà la bifurcation du motoriste qui se met à devenir un motoriste vert, c'est déjà un peu, surtout à l'époque, presque trahir vos confrères et rentrer chez les hippies. C'est ça. Mais là, alors en plus, là, vous rentrez encore pire. Vous rentrez chez les transhumanistes, chez les gens qui veulent détruire les moteurs et qui n'ont plus aucun intérêt pour les moteurs et qui construisent à la place des plateformes de mise en commun des désirs des gens et de téléguidage des voitures. C'est ça. Même si à l'époque, il n'y a pas encore de projet de voiture autonome, en fait, je commence à m'intéresser aux acteurs du numérique, comment ils fonctionnent, et à imaginer ce que pourrait devenir un acteur du numérique dans le secteur du transport. Et je me rappelle, en 2009, j'organise une première conférence avec les acteurs du numérique et du transport, et on parle de deux sujets, l'open data, sujet qui est toujours d'actualité dans le transport, et la gouvernance, c'est-à-dire comment on va concevoir et optimiser des systèmes de transport multimodaux par le numérique. À partir de là, j'ouvre aussi un blog qui s'appelle Les Transports du Futur, qui me permet à la fois de produire des idées de contenu un peu nouvelles et, par les idées de contenu, de me connecter à plein d'acteurs dans le domaine du numérique. Et je découvre en faisant, en fait, la construction d'un écosystème de connaissances dans le domaine du transport qui va m'accompagner jusqu'à maintenant, puisqu'en fait, on passe d'une logique de filière industrielle bien stable à une logique d'écosystème qui va se recombiner selon des intérêts et de la plus-value pour chaque acteur. Vous passez des moteurs à explosion à des moteurs informationnels. Voilà. Et donc, je découvre en faisant la puissance des réseaux, notamment des réseaux informationnels, pour apprendre, me connecter et nourrir mes réflexions dans le domaine, cette fois-ci, de la mobilité, puisqu'un des premiers articles et chemins de pensée qui continuent à m'animer, c'est le passage de l'objet automobile à des services de mobilité. Et ce passage-là, transformant l'industrie complètement, l'industrie automobile, et étant une chance pour les citoyens et l'environnement. Et donc c'est sur ce chemin étroit que je navigue depuis. Alors là, on est typiquement dans un cadre d'ailleurs qu'on va évoquer aujourd'hui dans la deuxième vidéo et qui traite du présent, de vos enjeux au présent. On voit comment les constructeurs automobiles, mais à la limite tous les acteurs de la mobilité, acteurs privés, acteurs publics, sont confrontés à une complète transformation de leur métier, de leur modèle économique, de leur création de valeur. C'est ce qu'on va voir dans la deuxième vidéo. On va parler de l'actualité aujourd'hui avec Google, avec ces plateformes comme Uber, avec aussi l'arrivée à Lille. Oui, vous me le disiez, deux opérateurs de Vélib qui ne sont pas la mairie. On va évoquer tout ça. Merci, Gabriel Plassat, donc. Et à tout de suite sur une seconde vidéo sur l'actualité la mobilité avec Gabriel Plassat de la Fabrique de la Mobilité.